Hola, muy buenos días, buenas tardes. Bonjour à toutes et bienvenue à cette séance d'information de l'Organisation panafricaine de la santé sur la pandémie de COVID-19 dans les Amériques. Aujourd'hui, mercredi 3 novembre 2021, et nous sommes maintenant, et je suis Luciana Viegas des services publics. Nous avons une séance qui durera environ 1 heure. Comme toutes les semaines, nous avons l'interprétation simultanée vers le anglais, le français et le portugais. Et vous avez l'option de choisir la langue que vous souhaitez écouter par le bouton interprétation. Nous avons reçu vos questions par le courriel, mais vous pourrez poser vos questions à travers le bouton Q et A. Nous vous demandons de ne pas oublier d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Aujourd'hui, le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, vous informera de la situation du COVID-19 dans les Amériques et également nos recommandations pour les vaccins et les renforcements de vaccins. Avec le docteur Barbosa, nous avons lors de cette séance d'aujourd'hui le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l'OPS, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour le COVID-19 à l'OPS. J'invite maintenant le docteur Barbosa pour qu'il partage ses remarques d'ouverture et la mise à jour régionale. Merci, docteur Barbosa, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Luciana. Bienvenue et merci de vous joindre à nous pour ce briefing d'aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, la région des Amériques a signalé plus de 745 000 nouvelles infections de COVID-19 et un peu plus de 18 000 décès liés au COVID-19. Il s'agit de la 8e semaine consécutive de baisse du nombre total de cas dans la région. En Amérique du Nord, les 3 pays ont signalé une baisse du nombre des cas hebdomadaires et de décès et une diminution notable des hospitalisations aux États-Unis et au Canada. Il y a eu des baisses similaires qui ont été observées dans la plupart des pays d'Amérique centrale. Après des semaines d'épidémie persistante au Belize, j'ai le plaisir d'annoncer une diminution de près de 20% des cas et de 60% des décès. Les mêmes tendances à la baisse sont présentes dans une grande partie de l'Amérique du Sud, à quelques exceptions près, que nous allons suivre de près. Dans tous les pays qui publient des données sur le statut vaccinal des cas hospitalisés, un pourcentage très élevé des personnes hospitalisées n'ont pas été vaccinées contre le virus. Comme dans d'autres parties de la région, les cas et les décès ont tendance à diminuer ou au moins de rester stables dans une grande partie des Caraïbes. Cependant, la Barbade continue de rapporter un grand nombre d'infections et de décès liés au COVID,
depuis le début de la pandémie. Et là, il y a des nouvelles de diminution et de pénurie préoccupantes à République dominicaine et Trinidad et Tobago. Les progrès réalisés dans notre région ne sont pas une raison pour se reposer sur les lauriers ou pour abandonner les mesures de santé publique qui contribuent à notre sécurité. Au contraire, la diminution du nombre de cas et de décès montre que notre approche fonctionne et qu'il est essentiel que nous maintenions le cap jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné et protégé du virus. À ce jour, 1,2 milliard de doses de vaccins de COVID-19 ont été administrées dans les Amériques et 46% de la population d'Amérique latine et des Caraïbes a été entièrement vaccinée. Au moins 32 pays ont déjà atteint l'objectif de l'OMS d'une couverture vaccinale de 40% et plusieurs d'autres sont en passe d'atteindre et de dépasser cela jusqu'à la fin de l'année. Ces progrès sont encourageants, mais ne sont pas surprenants grâce au solide système de vaccination de notre région. Cependant, plusieurs pays accusent encore des retards, et 19 d'entre eux restent en dessous de l'objectif de 40%. L'OPS travaille en étroite collaboration avec tous ces pays, en particulier Haïti, Nicaragua, Jamaïque, Saint-Vincent et les Grenadines et le Guatemala, dont la couverture est encore inférieure à 20%. L'inégalité face au vaccin reste le principal obstacle à la réalisation de nos objectifs de couverture. La facilité COVAX, avec le soutien du Fonds renouvelable de l'OPS, a livré 63,9 millions de doses à la région. Environ 30% de ces vaccins, soit plus de 19 millions de doses, ont été donnés par les États-Unis, l'Espagne, le Canada et d'autres gouvernements. Nous sommes reconnaissants pour ces dons qui ont amélioré la situation dans les Amériques. Nous continuons à penser que l'allocation de vaccins de COVAX va s'accélérer dans les semaines à venir. Nous invitons donc les pays à surveiller leur capacité d'absorption et à continuer à intensifier les opérations de vaccination. OPS fournit une coopération technique aux États membres dans tous les aspects pertinents pour garantir le succès de la vaccination. Stratégie de communication, formation du personnel de santé, adoption de nouvelles stratégies pour faciliter l'accès de la population et la capacité de chaîne de froid. Nous aidons également les pays à surmonter les problèmes d'approvisionnement en seringues et en diluants. Cela signifie que nous devons faire des investissements dans les capacités, le personnel de vaccination en priorité absolue. Les investissements que nous réalisons aujourd'hui ouvrent la voie pour une reprise vigoureuse après la pandémie. À mesure que davantage de vaccins sont disponibles, les pays doivent prendre des décisions sur la manière de prioriser les doses parmi leur population. Ces décisions sont, en fin de compte, de ressort de chaque pays en fonction de la couverture vaccinale et de la disponibilité des vaccins qu'ils ont, mais doivent toujours être fondées sur les preuves, l'équité et l'engagement de protéger les plus vulnérables. Je tiens donc à rappeler les dernières orientations du groupe consultatif stratégique de l'Organisation mondiale de la santé et de la groupe consultatif d'experts en vaccination SAGE de l'OMS. Le premier fondement est la stratégie de vaccination qui consiste à vacciner les plus vulnérables. Dans certains pays, nous avons vu des doses de vaccins atteindre tous les niveaux de la population avant qu'un pourcentage élevé de groupes vulnérables ne soit complètement immunisé. L'Organisation mondiale de la santé et l'OPS exhorte les pays à donner la priorité aux personnes âgées, aux travailleurs de première ligne et aux personnes souffrant de maladies préexistantes pour les protéger, mais également pour éviter que les systèmes de santé soient surchargés par les cas graves. Cette recommandation de SAGE, un comité indépendant qui conseille l'OMS et l'OPS, est fondée sur des preuves solides disponibles. Lorsque la disponibilité des vaccins est faible, il est préférable de protéger d'abord les plus vulnérables. Une fois que ces personnes plus exposées sont protégées, l'étape suivante est de vacciner un pourcentage élevé de la population adulte. Ce n'est qu'ensuite que les pays doivent envisager de vacciner les groupes plus jeunes. Rien ne prouve pour l'instant que la vaccination des élèves
soit une condition préalable à la réouverture des écoles. Cette approche par étapes constitue la meilleure base pour les pays pour réduire la circulation du virus et remettre finalement leur économie sur les rails à nouveau. La seconde détermination est de savoir comment déterminer qui a besoin d'une dose supplémentaire. Couramment, nous recommandons de fournir une dose supplémentaire seulement à 2 groupes. D'abord, les personnes immunodéprimées, quel que soit le vaccin qu'elles ont reçu. Il s'agit des patients atteints de cancer, les personnes séropositives, les personnes qui prennent certains médicaments comme les corticoïdes et les personnes ayant subi une greffe et les personnes de plus de 60 ans qui ont reçu un vaccin à virus inactivé tel que Sinovac ou Sinopharm. Ces personnes ont besoin d'une dose supplémentaire pour être protégées contre la maladie grave et le risque de mourir de COVID-19. Et leur vaccination ne peut être considérée comme complète avant qu'elles n'aient reçu leur 3e injection. Il n'y a pas encore assez de preuves pour recommander des rappels pour d'autres groupes qui sont complètement immunisés, surtout lorsque la disponibilité des vaccins est limitée et que de nombreuses personnes dans notre région n'ont pas encore reçu leur premier vaccin. Notre capacité de développer rapidement des vaccins sûrs et efficaces contre un nouveau virus comme le COVID-19 a été un modèle d'innovation scientifique fondé sur des années de recherche et le déploiement de ces vaccins repose sur notre vaste expérience en matière de santé publique dans les programmes d'immunisation. OPS continue à travailler sans relâche pour que les vaccins soient disponibles pour tous les habitants des Amériques. Mais nous sommes conscients que la plupart des pays de la région ne disposent toujours pas de doses suffisantes pour protéger tous les adultes. Il est donc essentiel de suivre les conseils des experts et de maximiser l'impact des doses disponibles. La vaccination seule ne suffit pas, mais associée à des mesures de santé publique efficaces, elle constitue notre meilleure stratégie pour réduire la transmission du COVID-19 et sauver des vies. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Dr Barbosa. Nous passons maintenant aux questions que nous avons reçues par le courriel et par le chat. Rappelez-vous, nous vous demandons de vous identifier à travers votre nom et les médias auxquels vous appartenez. Nous commençons par une question qui de nous Marlon vient Madden, de Barbados du en anglais. Barbados Today, qui est une question dirigée au Dr Ugarte. Compte tenu de la vague actuelle de la souche Delta et de l'augmentation continue des cas au Barbade, outre les protocoles habituels de lavage des mains, le port des masques, est-ce que vous voyez d'autres moyens de dissuasion de la propagation du virus? Et la seconde partie de la question, sur l'assouplissement des frontières, comment les pays peuvent-ils trouver un juste équilibre entre la reprise économique, le retour du tourisme et l'arrêt de la propagation du virus? Merci beaucoup de cette question. C'est une question qui revient très souvent parce que nous devons reconnaître que toutes les variantes du virus du COVID ça passe d'une personne à l'autre, essentiellement dû au contact proche avec les personnes infectées et ces personnes ayant des symptômes ou pas. Donc, en tenant cela en compte, toutes les mesures que nous allons prendre qui puissent diminuer les possibilités qu'une personne infectée passe le virus aux autres est une mesure à être maintenue, préservée tout le temps, encore que les populations soient aient un taux de vaccination élevé. C'est une protection qui a montré être efficace et une grande protection extrêmement efficace a été, entre autres, l'utilisation des masques qui empêche la transmission d'une personne infectée aux autres et protège également les personnes qui sont en contact proche avec ceux qui utilisent des masques d'être infectés par ces personnes qui ont la COVID. Bien sûr que la désinfection des mains est également essentielle et s'est révélée extrêmement utile, surtout quand on touche des endroits où plusieurs autres personnes ont mis leurs mains également et qui peut, ces endroits pouvant être infectés par un virus actif.
Et en addition à cela, nous incluons également d'autres mesures comme la réduction nous voyons la réduction des masques où les endroits viennent de plusieurs lieux différents et nous devons également prescrire dans ces cas avoir une meilleure ventilation dans les environnements fermés où les gens vont enlever leur masque parce qu'ils vont manger. Dans ces endroits, il est extrêmement important et recommandable d'avoir une meilleure ventilation et toujours, quand ce sera possible, porter son masque et également éviter de réduire la distance, surtout dans les aéroports, dans les écoles. Maintenir la distance physique est encore une excellente mesure pour réduire la transmission. Nous avons encore cette transmission dans plusieurs pays, comme les Barbades et plusieurs autres pays. Dans certains lieux, nous avons vu une augmentation des cas qui peuvent justement surcharger les services de santé et ces mesures sont extrêmement utiles donc par rapport à l'assouplissement des mesures de voyage. Il est important de souligner que les personnes vaccinées, dont nous avons déjà mentionné cela plusieurs fois, il est important que ces personnes vaccinées soient bien protégées. Nous n'allons peut-être pas éliminer complètement l'infection, mais il y a des façons de protéger mieux les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et sur ce point, permettre aux personnes d'être vaccinées est une excellente mesure. Nous avons la recommandation de OPS et de l'OMS de ne pas restreindre les voyages des personnes qui ne sont pas vaccinées parce que les vaccins ne sont pas entièrement disponibles partout dans le monde, donc leur voyage peut être nécessaire. Il faut reconnaître également que quand on réduit les restrictions aux voyageurs, on reconnaît qu'on accède à un certain niveau de risque. Donc, dans les communautés qui acceptent ces visiteurs, il est important de se souvenir qu'il y a une transmission locale et qu'il faut essayer de faire le retraçage des transmissions et de donner des appuis aux services de santé et rendre facile de voir les informations pour faire le suivi des services de santé. Sitôt que les gens sentent des symptômes ou sentent qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui est symptomatique. Ce sont les mesures qui vont éviter la transmission, la réduire et permettre au tourisme d'être sécurisé, de permettre au pays de recevoir les visiteurs. Merci beaucoup de Dr. votre Ugarte. réponse. Nous avons reçu certaines questions au sujet de la vaccination des enfants. Nous allons les rassembler. Nous avons reçu une question de la web de la Salud au Panama. Veuillez nous informer de l'évolution du processus de vaccination pédiatrique dans la région des Amériques et du PJ2 à San Martin. L'utilisation de Pfizer pour les enfants entre 5 et 11 ans, ce que ça signifie pour les pays des Caraïbes qui essaient encore de vacciner leurs citoyens et comment PAHO va justement travailler sur cette question. Le docteur Barbosa peut-être peut répondre à cela. Merci pour ces questions. Il y a beaucoup de doutes et beaucoup de questions à ce sujet. Tout d'abord, j'aimerais souligner la recommandation que nous donnons toujours que les groupes prioritaires pour la vaccination sont les groupes qui courent le plus de risques. Les vaccins pour le COVID-19 a deux objectifs. Tout d'abord, sauver des vies. Et il y a encore beaucoup de gens qui meurent dans la région des Amériques parce qu'on n'a pas encore obtenu parmi les adultes ou les personnes âgées ou les personnes qui ont des comorbidités, la vaccination à un niveau dont nous avons besoin. C'est sans aucun doute la priorité, sauver des vies à travers la vaccination. L'autre objectif de la vaccination, c'est de diminuer la circulation du virus, contrôler la transmission justement à travers les mesures de santé publique. C'est pour cela que le deuxième groupe à être vacciné sont tous les adultes,
pour pouvoir réduire la transmission du virus. Au sujet des enfants, ce sont les pays qui prennent leurs décisions et c'est comme cela que le processus de réglementation fonctionne. Les décisions de la FDA vaut pour les États-Unis ainsi que les décisions prises par l'Agence du médicament au Canada vaut pour le Canada, c'est-à-dire que tous les ministères de la Santé qui travaillent avec leurs autorités de réglementation évaluent les études qu'ils ont faites, évaluent les producteurs de vaccins et ils demandent à ce moment-là l'utilisation pour urgence. Jusqu'à présent, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas terminé la révision des demandes des producteurs de vaccins pour appliquer les vaccins chez les enfants du monde. Donc, les recommandations que nous avons jusqu'à présent au sujet des vaccins qui ont l'autorisation d'utilisation d'urgence par l'OMS, c'est celle de Pfizer à partir des 2 ans. Tous les autres vaccins doivent être utilisés à partir de 8 ans. Bien évidemment, la situation est très différente d'un pays à l'autre et il y a des pays qui ont déjà beaucoup de vaccins, qui ont plus d'accès aux vaccins et qui vont vacciner les enfants comme pour essayer de réduire la transmission. Mais les données de chaque pays sont différentes. Ce n'est pas la vaccination basse chez les enfants ou la non-vaccination des enfants. C'est que la plupart des pays n'ont pas encore atteint la vaccination des groupes vulnérables pour pouvoir en finir avec la mortalité causée par le COVID et vacciner tous les adultes pour pouvoir réduire la transmission. C'est la grande priorité que nous avons encore. Merci beaucoup, Dr Barbosa. Nous avons des questions de Grace sur la question de vacciner les groupes non prioritaires ou qui n'ont pas encore terminé la vaccination. Est-ce que nous avons des données? Quels sont les pays des Amériques qui ont déjà vacciné les groupes non prioritaires? Et quels sont les pays qui en ont terminé avec la vaccination des plus vulnérables? Docteur Barbosa, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet? L'OPS a travaillé assez avec les pays de la région pour établir des plans dans chaque pays, un plan qui doit s'appliquer par étapes. Et c'est très important parce que comme le vaccin n'est pas disponible pour vacciner tout le monde en même temps, dans la plupart des pays, si un pays commence à proposer des vaccins pour tous et ne concentre pas sa stratégie de communication sur les groupes les plus prioritaires, nous pouvons ne pas être en train d'utiliser les vaccins de la meilleure manière possible. C'est pour ça qu'il est très important de confirmer les données de chaque pays par groupe, par tranche d'âge. Il y a des pays qui n'ont pas encore réussi à obtenir une couverture de 85-90% de vaccination avec les 2 doses de vaccin chez les personnes âgées à partir de 65 ans. Jusqu'à compléter cette vaccination, commencer à proposer des vaccins pour les adultes plus jeunes, ceci peut disperser les efforts qui se concentrent dans la priorité de vacciner ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire l'OPS travaille avec les pays pour essayer d'identifier quelles sont les barrières, pourquoi les personnes qui ont des comorbidités et les personnes âgées ne sont pas complètement vaccinées jusqu'au jour d'aujourd'hui, et appliquer la stratégie pour que dans chaque pays, l'on puisse atteindre cette priorité, cet objectif qui est l'objectif premier de la vaccination pour alors commencer à élargir la vaccination chez des groupes qui ne sont pas si prioritaires. Merci. Nous passons maintenant aux situations. Nous avons certaines questions nous allons commencer par les Caraïbes. Kevin, from The Guardian à Trinidad-Tobago. Le risque de transmission est-il plus élevé sur les plages, les rivières où il y a d'autres concentrations de tourisme ou est-ce qu'elles peuvent être utilisées par le public? Con muchos tumultos, sin distanciamiento, si esto ocasionaría nuevos contagios.
Paso la pregunta al doctor Aldiguieri, por favor. Las dos preguntas. Yes, thank you for Merci beaucoup. Ce sont deux questions assez différentes. Et je vais commencer avec la question de Trinidad et Tobago dans les Caraïbes. Merci beaucoup pour cette question. Et encore une fois, je veux souligner l'importance justement de faire attention au cas de transmission, y compris dans le contexte des campagnes de vaccination dans les pays. Le docteur Ugarte a déjà fait un commentaire sur l'importance de l'utilisation des masques, le port des masques au début de cette conférence de presse. Le premier aspect, très important pour le public, est de vérifier soigneusement les orientations locales des autorités de santé où ils se trouvent, les autorités nationales, publiques, régionales ou fédérales de ces pays. Il y a toute une liste d'orientations, mais il faut vraiment suivre celles qui décrivent très soigneusement ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors, s'il vous plaît, vérifiez les orientations des autorités de santé. Le second aspect important, c'est que nous savons que selon les systèmes de transformation du virus, la distanciation sociale et éviter les agglomérations et les environnements fermés, ainsi que le port du masque, sont extrêmement importants pour limiter la transmission. Donc, pour les personnes dans le public doivent vraiment assimiler ces mesures de protection de base dans leur vie, y compris dans les endroits où elles vont prendre leurs vacances et sur les plages. Et maintenant, je réponds à la question sur le Mexique qui m'a été posée. Qui a plusieurs approches. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'il nous faut être très prudents concernant les aspects de prévision. Les modèles qui existent déjà ne nous permettent pas de faire des prévisions à long terme. Notre expérience régionale, ces derniers 22 mois de pandémie, outre d'une analyse quotidienne et hebdomadaire que partagent les pays de la région, nous permettent de faire des considérations. Au Mexique, par exemple, la baisse continue des cas est une excellente nouvelle pour toute la communauté du point de vue sanitaire, social, économique et de bien-être mental. Ce qui nous a permis de réaliser des événements familiaux et sociaux pendant les jours de fête et notamment le 1er novembre, le jour des morts. Malgré les tendances, néanmoins, nous pouvons dire que les mesures de prévention n'ont pas été suivies par la communauté, comme par exemple la distanciation physique, le lavage des mains et l'utilisation des masques que j'ai souligné lors de ma réponse précédente. Il existe par conséquent un risque d'émergence de cas, de surgissement de cas, pour l'hiver et pour les fêtes de fin d'année, peut-être une accélération de transmission d'une personne à l'autre. Par conséquent, tous les mécanismes d'alerte et de réponse doivent continuer actifs. J'espère avoir répondu aux questions de notre journaliste du Mexique. Merci beaucoup, Dr. Aldiguieri. Nous avons 2 questions de plus d'Uruguay sur l'ouverture des frontières et du journaliste Tobias d'Allemagne. Généralement, du point de vue médical, Dr. Ugarte, comment est-ce que vous voyez la décision du Costa Rica de permettre seulement les touristes vaccinés entrent dans le pays?
Merci beaucoup. C'est vraiment une question extrêmement importante qui doit être éclaircie. Le Costa Rica n'exige pas une preuve de vaccin comme étant la seule condition pour entrer dans le pays. Et le Costa Rica ne requiert également pas ou n'exige pas qu'il y ait des tests de détection de coronavirus ou a émis des ordres sanitaires qui empêchent d'entrer dans le pays par terre ou par air. Il n'y a pas de provision stricte sur ce point. Cependant, depuis le 1er août de ce temps, les touristes qui sont tout à fait vaccinés contre le COVID-19 et ont reçu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson peuvent entrer dans le pays sans un certificat de vaccin, un certificat sanitaire qui est une provision qui bénéficie les personnes qui ont été vaccinées. La dernière dose doit avoir été appliquée au moins une quinzaine de jours avant l'arrivée au Costa Rica. Les visiteurs qui sont vaccinés sont donc exemptés d'acheter une police qui va couvrir les soins contre le COVID si jamais ils tombent malades. C'est donc un bénéfice pour les personnes qui sont vaccinées. Ceux qui ne sont pas vaccinés peuvent devoir acheter une assurance santé pour couvrir les soins de COVID-19 si jamais ils sont infectés. Je veux donc souligner cet aspect. Le Costa Rica est en train de coopérer avec les orientations de OMS et OPS et les recommandations temporaires également émises par les autorités de santé internationales et ces orientations suivent également les orientations émises en Amérique. De façon générale, nous contemplons les pays qui exigent le vaccin pour les visiteurs et c'est une façon justement de faciliter l'entrée dans les pays en même temps qu'il y a d'autres provisions qui sont faites pour les personnes qui ne sont pas vaccinées et ce sont des provisions en général qui vont réduire la transmission pour les visiteurs et également pour les communautés qui leur donnent la bienvenue et les accueillent. Nous voulons donc assurer que toutes les conditions de transmission et dans les pays d'origine et de destin sont surveillées de près pour que nous puissions réduire encore plus la transmission dans les pays d'origine et de destin. Merci beaucoup, Merci Dr. beaucoup. Ugarte. Nous avons une question qui nous vient sur les autres maladies qui commencent avec l'hiver, un hémisphère nord et qui correspond au Alors, nous avons la question qui nous vient du Pérou en disant que des maladies telles que la dengue, etc., commencent. Quelles sont les recommandations de l'OPS et pour prévenir une possible troisième vague de COVID-19? Docteur Aldigueri, pouvez-vous répondre à cette question? Merci de cette question qui nous vient du Pérou. Mais je crois qu'il est logique de répondre d'une manière régionale parce que nous avons tous les pays de la zone intertropicale des pays qui se trouvent dans la même situation. La dengue est toujours présente dans plusieurs pays et territoires de cette zone. Dans le contexte de la coexistence du COVID-19 avec la dengue dans plusieurs pays et territoires de la région, nous recommandons au ministère de la Santé et aux pays d'une manière générale à ce qu'ils continuent avec le renforcement de la surveillance, l'établissement des personnes et l'accès également de la détection précoce du dengue. Dans ce contexte de la pandémie COVID-19 qui a eu beaucoup d'impact sur les services et les systèmes de santé, il est important en même temps d'établir des perspectives
également de renforcer la communication des risques pour que les patients qui aient des signes d'alerte puissent se rendre au centre de santé ou aux hôpitaux d'une manière opportune. Mais nous soulignons l'importance de la détection précoce au sein des centres de santé et des dispensaires médicaux. L'OPS recommande le triage des patients aussi bien pour détecter les signes d'alerte du dengue qui peuvent être ou des complications potentielles des patients infectés par le SARS-CoV-2, également pour diminuer les risques d'infection causés par le virus SARS-CoV-2 qui pourrait être détecté par les services de santé. Et ainsi, l'OPS publie d'une manière régulière sur le dengue et d'autres, et également a publié des guides techniques pour le traitement des patients où on a des soupçons au sujet d'infection par SARS-CoV-2. Et à nouveau, je voudrais souligner l'aspect de triage, les aspects qui permettent un meilleur contrôle d'infection au centre de santé. J'espère avoir répondu à la question qui nous est venue du Pérou, qui m'a permis d'élargir cette question à toutes les zones sous-tropicales. Merci beaucoup, Dr. Alguerri, pour avoir éclairci cette situation. Nous passons aux questions suivantes sur la remise des vaccins au pays. Nous avons des questions qui nous viennent del Comercio au Pérou, la quantité de vaccins qui sont arrivés au Pérou à travers COVAX, du Venezuela également. Semblable, quand est-ce qu'on attend davantage de doses à travers le mécanisme COVAX. Docteur Barbosa, peut-être vous avez une mise à jour. Merci beaucoup pour ces questions. Je vois que beaucoup de pays s'inquiètent énormément sur l'arrivée, la livraison des vaccins, s'ils vont avoir les vaccins suffisants pour pouvoir vacciner toutes les personnes les plus vulnérables et ceux qui peuvent se vacciner. Également, avec les mesures de santé publique, freiner la transmission. Le Pérou a déjà reçu environ 10 870 000 doses de vaccins. Il y a 1,5 million de doses de Sinopharm. On commence la livraison des 236 000 premières doses qui ont été remises le 30 octobre, elles ont déjà été remises, et 1 150 000 doses qui sont en train d'être négociées entre le producteur et le pays pour pouvoir informer la date d'arrivée. Et le Pérou a également 3 800 000 doses de Pfizer qui sont en processus de négociation entre le pays et le producteur pour pouvoir conclure les négociations et que les vaccins arrivent le plus tôt possible avant la fin de l'année. Concernant le Venezuela, après avoir des problèmes que nous avons déjà mentionnés lors d'autres conférences de presse, mais heureusement, le Venezuela a reçu autour de 2 594 000 doses de vaccins Sinopharm et va recevoir au mois de novembre, jusqu'à la 3e semaine de novembre probablement, 2 500 000 vaccins supplémentaires et est en train de négocier 6,2 millions pour le Venezuela. Comment se passe ce processus lorsque le secrétariat de COVAX fait l'attribution des vaccins? Lorsque nous recevons la liste des pays de chaque tour de livraison, nous entrons immédiatement en contact avec le producteur et le pays pour voir si tous les aspects légaux, administratifs
administratives, les paiements, si tout est prêt, pour pouvoir en informer le pays, quelle sera la date exacte, la quantité de doses et le vol par lequel arriveront ces doses. C'est ainsi que nous travaillons et c'est très rapide. La région des Amériques, avec 42 ans d'expérience des fonds renouvelables, et pour notre région, c'est le fonds renouvelable qui fait tous les arrangements au nom du mécanisme COVAX. C'est ainsi que nous avons utilisé le moins de temps possible entre la date où les vaccins ont été alloués et l'arrivée dans les pays. Nous travaillons ainsi pour que les pays puissent recevoir à travers COVAX tous les vaccins qui sont déjà engagés avec les pays. La plupart des pays ont demandé 20% de leur population environ. C'est une moyenne. Il y a des changements. Le secrétariat COVAX a dit que malgré tous les problèmes que auxquels COVAX a fait face, elle ne va pouvoir remettre toutes les doses qu'au début de l'année prochaine. C'est pour ça que nous voyons d'autres possibilités pour les pays. Nous parlons avec les donateurs pour que plus de dons arrivent au pays. Nous avons déjà plus de 9 millions de doses qui ont été données au pays, des dons qui ont été faits par d'autres pays et nous voulons élargir cet accès et nous voyons la possibilité d'achat direct à travers le fonds renouvelable. Certains pays nous ont déjà envoyé leurs demandes et leurs commandes et nous sommes déjà en négociation avec les producteurs pour la remise de ces vaccins. Merci. Merci, Dr Barbosa. Nous avons une question sur les vaccins. Du Jamaica Parlo, Opus S a-t-il des suggestions pour des pays qui ont de gros volumes de vaccins qui ont passé la date de péremption? Est-ce que ces pays doivent être préoccupés que les donateurs soient concernés pour faire de nouveaux dons de vaccins? Je crois que c'est extrêmement important de parler justement de l'accès aux vaccins et c'est un grand problème que nous avons dans les Amériques et dans les Caraïbes. Le Jamaïque est un de ces pays où nous avons eu des vaccins qui les gens ont montré une hésitation justement pour se vacciner. Le ministre de la Santé a développé des programmes justement et des stratégies de communication pour convaincre la population et pour donner des informations transparentes à propos du vaccin et partager avec les professionnels de santé les preuves scientifiques que nous avons à la disposition pour montrer quels sont les processus pour l'approbation d'un vaccin, tous les tests et les essais qui sont faits avant pour assurer que les vaccins sont sûrs et soient efficaces. Nous avons déployé ces efforts. Nous devons utiliser ces vaccins, nous devons protéger les gens et nous devons réduire la transmission dans des situations extrêmement exceptionnelles comme au Haïti, qui a eu une crise politique extrêmement sévère et a passé par divers problèmes. Nous avons passé les vaccins de 350 000 doses de Haïti à Honduras pour éviter justement la perte des vaccins. Nous sommes en train de faire le suivi de la situation et nous travaillons avec les autorités de santé pour assurer que ces pays vont utiliser les vaccins qu'ils ont. Merci. Merci beaucoup, Dr Barbosa. Maintenant, nous passons à la question suivante qui nous vient du journaliste de Bolivie au sujet des symptômes. Disent que les personnes qui ont le COVID ont les doigts de COVID. Docteur Aldigueri, merci beaucoup pour cette question qui nous vient de Bolivie. Après 22 mois d'évolution de la pandémie, la vérité, c'est que les connaissances cliniques au sujet du COVID-19 se sont améliorées. Fréquemment, ils ont été associés à des manifestations cutanées
chez les adultes et chez les enfants également. Les signes les plus rapportés dans les rapports médicaux des signes cutanés de la peau sont le rash, les éruptions vésiculaires, l'urticaire et des lésions des doigts colorés, aussi bien les doigts des mains que les doigts des pieds. Ces lésions sont rapportées comme étant les doigts de COVID, COVID's fingers en anglais, et conformément à certaines études qui ont plusieurs biais, autour de 10 à 20% de patients de COVID ont des manifestations dermatologiques. Parmi ceux-là, une petite proportion présente ce genre de doigt de COVID, COVID's finger. Nous avons déjà vu et observé que ces lésions peuvent apparaître ou surgir dans des cas plus sévères où il y a des facteurs de risque tels que l'obésité, l'hypertension artérielle et le diabète. Néanmoins, lorsque je l'ai dit, il nous manque plus de recherche et d'investigation dans ce sens. Il n'y a pas de traitement spécifique outre un traitement général qui concerne à diminuer la réponse à augmenter la réponse anti-inflammatoire de ces cas. Cette manifestation dermatologique, les doigts COVID, tendent à disparaître, tandis que la réponse inflammatoire diminue et la maladie également. J'espère avoir répondu à notre collègue de Bolivie. Merci beaucoup, Dr Aldigueri, de Paula Martinez de Venezuela, qui pose la question, Dr Barbosa, quelle est la marque du vaccin qui sera envoyé au Venezuela au mois de novembre? Docteur Barbosa, avez-vous une réponse? Oui, pour chaque pays. L'on propose les vaccins qui sont disponibles et beaucoup de pays de la région, non seulement le Venezuela, peuvent faire leur choix. Par exemple, des pays qui pensent qu'il vaut mieux utiliser un vaccin plutôt que l'autre parce qu'ils sont déjà entraînés à l'utilisation de ce vaccin. Par conséquent, les vaccins qui vont arriver au Venezuela, ce sont les vaccins de Sinopharm, des vaccins utilisés, autorisés à l'utilisation d'urgence par l'OMS. Merci, Dr Barbosa. Nous avons une question générale sur une étude de CDC qui a été produite, disant que si vous avez été infecté avec COVID et que vous devrez avoir assez de protection avec le vaccin, est-ce qu'être infecté, infecté par le COVID est suffisant pour vous protéger contre la maladie? Vous n'avez pas besoin d'être vacciné. Est-ce que vous pouvez commenter? Merci beaucoup pour cette question. C'est une discussion extrêmement importante qui a surgi au début de cette semaine et qui montre très clairement que ce n'est pas que les gens croient encore. Il y a des notices, des fake news, des fausses nouvelles qui sont passées dans certains pays que si on a déjà eu la COVID, on n'a pas besoin d'être vacciné. Nous avons de bonnes indications dans plusieurs pays qu'on peut avoir la COVID une deuxième fois et une nouvelle infection par la maladie parce que la protection donnée par la première infection est limitée et également parce qu'on peut avoir un nouvel variant de COVID qui vous infecte. On sait déjà cela très clairement et les études le montrent très clairement. Il a été prouvé qu'il est beaucoup mieux d'avoir la protection donnée par le vaccin. On a fait une comparaison de deux groupes. Un groupe a eu la maladie et pas de vaccin, et le second groupe a reçu le vaccin qui a été reçu le vaccin des États-Unis après plusieurs semaines, 6 semaines. On a comparé les deux groupes et le groupe qui a été vacciné était 500 fois plus protégé que le groupe qui avait déjà eu la maladie seulement mais n'avait pas été vacciné. Donc, c'est une information extrêmement importante
Et il est donc fondamental que dans tous les pays, les ministres de santé développent des stratégies de communication pour résoudre ce problème des fausses nouvelles autour des vaccins qui sont diffusées et qui font que même les gens qui ont déjà eu des vaccinés, il faut faire comprendre aux gens que même s'ils ont eu la maladie, ils doivent être vaccinés. C'est la meilleure façon de les protéger. Merci. Merci, Dr Barbosa. Nous avons une question de plus sur les vaccins au Nicaragua. Nina Lopez de la Prensa, l'OPS a donné plus de 100 000 doses jusqu'à à la fin septembre, mais jusqu'à présent, ces vaccins n'ont pas été attribués. On ne sait, est-ce que vous savez pourquoi le ministère n'a pas administré le vaccin? Quelles sont les recommandations que vous donneriez pour les enfants, etc. au Nicaragua? Peut-être, docteur Ugarte, vous pouvez répondre à cette question. Merci, Luciana. Nous avons des informations qui nous viennent du ministère de la Santé au Nicaragua, qui a défini et organisé plus de 1800 centres de santé publics pour l'administration du vaccin à un niveau national et qui sont en train de donner la priorité à l'application des vaccins disponibles précédemment, conformément aux villes ou aux facteurs de risque, comme les femmes enceintes, et également l'échéance des vaccins. Et donc, les vaccins sont en train d'être programmés. J'aimerais souligner aussi ce dernier point, le don de vaccins qui viennent du Honduras au Nicaragua. C'est une démonstration de solidarité qui est de plus en plus fréquente, aussi bien entre les pays de la région que de pays en dehors de la région, pour les pays qui ont une couverture vaccinale très basse et qui souhaitent vacciner la population qui court le plus de risques. Notre recommandation, par conséquent, est de continuer à vacciner la population et que les pays utilisent la plus grande partie de vaccins le plus rapidement possible pour que cette protection soit atteinte dans un délai de temps le plus court possible. En Amérique centrale, nous nous référons à des pays qui demandent le plus d'aide, le Honduras, Nicaragua, le Guatemala et d'autres pays. Et dans le cas des Caraïbes, nous avons besoin de vaccins supplémentaires pour atteindre le niveau de couverture. Il est important que la population qui ne s'est pas vaccinée le fasse. Nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois lors de cette conférence de presse. Se vacciner est une des meilleures mesures de protection pour éviter les décès ou d'avoir des épisodes graves du COVID-19 et continuer à utiliser les mesures de protection à tout moment, tandis que nous continuons avec le COVID-19. Merci. Merci, Dr Ugarte, de cette réponse. Nous arrivons à la fin de notre séance. Nous avons 5 minutes de plus. Nous avons eu une question générale. Les cas en diminution et les morts qui ont été mentionnés par le docteur Barbosa. Est-ce que nous parvenons à la fin de la pandémie, à votre opinion, docteur Barbosa? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez répondre? Merci beaucoup, Luciane. Merci pour cette question. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître les efforts que les ministères de la Santé dans les régions des Amériques ont réalisés pour contrôler la pandémie. Ça a été le plus grand challenge que nous avons vu depuis le XXe siècle et dans les régions d'Amérique du Sud et des Caraïbes avec la pauvreté, les inégalités. Nous avons vu beaucoup de personnes qui vivaient dans des conditions extrêmement agglomérées. Ça n'a pas été facile donc de prendre les mesures de santé et les rendre efficaces dans ces régions. En même temps, l'Amérique latine et les Caraïbes, quoiqu'elles aient été le centre de l'épidémie à un moment donné,
a présenté des problèmes pour l'acceptation des vaccins nécessaires pour vacciner la population. En travaillant ensemble avec les États membres, nous pouvons voir maintenant que nous avons déjà une tendance claire dans la plupart des pays d'une réduction des cas de COVID et des cas de décès. Cependant, ce n'est pas la fin de la pandémie, ça c'est sûr. Il nous faut être encore vigilants et il nous faut maintenir les systèmes de surveillance en éveil pour continuer à identifier très précocement les nouveaux cas de COVID qui peuvent recommencer à s'élever. Nous devons maintenir les mesures de prévention comme les masques qui peuvent réduire par eux-mêmes 20% de la transmission, maintenir la distanciation, éviter les espaces où il y a beaucoup de gens pour contrôler la transmission. Nous devons également obtenir plus de vaccins pour avoir un taux élevé de couverture vaccinale dans les pays. Nous avons des situations très différentes. Certains pays ont déjà plus de 70% de leur population qui est entièrement vaccinée, mais dans la moyenne, seulement 45% de la population plus ont été vaccinés. Et nous avons des pays, 5 pays, où nous avons moins de 20% de la population qui a été vaccinée. Il nous faut apprendre des autres pays. Nous devons voir, par exemple, l'Allemagne et la Hollande qui en ont de nouvelles mesures pour réduire la transmission après des semaines de diminution durable dans la transmission. La pandémie est encore parmi nous et continuera d'exister parmi nous pendant longtemps. Nous ne pouvons pas avoir la fausse impression de sécurité que la pandémie est terminée. Elle n'est pas terminée, elle n'est pas finie et nous devons continuer à travailler de façon très proche avec les ministères de la Santé pour assurer que dans tous les pays et dans la région, la transmission sera contrôlée. Merci beaucoup. Merci, Dr Barbosa. C'est un message très important que vous avez donné. Nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez trouver plus d'informations sur notre page web www.pho.org et également l'enregistrement de cette séance sera disponible sur nos chaînes. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'équipe de la presse au courriel et par courriel. Merci beaucoup à nouveau d'avoir été connectés avec nous aujourd'hui et nous nous verrons la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre participation.